Bonjour, il est 18h tout juste, ravi de vous retrouver pour Accès Direct sur 8 Mont Blanc, un magazine proposé par la rédaction. Partagez, commentez avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, nous parlerons mobilité genevoise avec Denis Picard. Il est membre de l'association Route Genève, une nouvelle structure créée début octobre pour fédérer les forces de ses membres pour les besoins de la mobilité et de la route, tout en programme. Vincent Poirier de BDFUG me rejoindra sur ce plateau pour ses idées cadeaux. Il y a de jolies choses à lire et découvrir. Et en parlant de jolies choses, je recevrai à la fin de cette émission Sarah Avetan, la créatrice des bonnets Mine, des pièces uniques fabriquées à la main qui remportent un franc succès. Elle nous donnera aussi quelques conseils pour tricoter un plaid en laine XXL. Mais avant, Pauline, bonsoir. Bonsoir Fanny. Tu tricotes ou pas? J'ai essayé une fois pour faire des bonnets et c'était pas un succès. C'était pas un succès, bah donc Mes copains s'en souviennent. Bah tu verras pour le rappel des titres, je vais tu suivre peux avec attention, tester ouais. la laine XXL. Dans les titres du JT, on va pas parler crochet, mais on va parler d'une boutique un peu originale qui vient d'ouvrir à Annecy. Oui, depuis le 1er décembre. Alors c'est une boutique qui vend du chanvre. Alors le chanvre, c'est une substance proche du cannabis, mais qui ne contient que 0,2% de THC, d'où le fait qu'on ait le droit d'en vendre en France. C'est un nouveau marché qui est plutôt florissant. C'est Kimberly Trivio qui est allé y faire un tour. Oui, vous verrez, ça rapporte pas mal d'argent. Et puis le portrait d'un autostoppeur en quête d'aventure dans le journal. C'est un garçon un peu fou, effectivement. Il s'appelle Vincent Rebourgeon. Il a traversé l'Atlantique et découvert le pôle Nord, le tout en autostop et sans quasiment rien en poche, une fois avec 50 €, une fois avec rien du tout. Donc voilà, il nous fait découvrir un petit peu son univers. Et là, lui, il pense partir dans le sud de l'hémisphère. Et donc, on découvrira son portrait tout à l'heure dans le JT. Et puis pour la revue de presse, tu t'intéressais à une première à l'hôpital d'Annecy. Oui, c'est vivre une opération comme si vous étiez dans le bloc opératoire. Alors c'est possible grâce à un dispositif d'une start-up annécienne qui s'appelle Synalp Kaizen, qui a été mis au point. En fait, c'est un masque à 360 degrés de réalité virtuelle dont on a déjà parlé. Alors il suffit d'enfiler le casque, vous êtes transporté directement et finalement du côté du chirurgien. Donc ça permet en fait tout simplement de voir ce que l'on fait, de revenir en arrière pour le chirurgien si par exemple il ne se souvient plus de ce qu'il a fait pendant l'opération. S'il n'est pas sûr d'avoir mis un fil ou d'avoir oublié par exemple un bistouri, eh ben, il peut revenir en arrière. C'est un peu comme YouTube, ça avance, ça recule. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il peut tout simplement être dans cette technologie. Alors c'est pour l'instant une première en France, mais ça permettra de sans doute développer dans plusieurs CHU de France parce que voilà, c'est un peu le futur de demain. La médecine évolue en même temps que la technologie. Donc voilà, ça peut peut-être sauver davantage de vies en tout cas. Et puis du sport avec Chloé Trespoche qui jouera à domicile ce week-end. C'est ça, après le ski cross, c'est le place au snowboard cross du côté de Val Thorens. Ça a débuté aujourd'hui avec la qualification. C'est une étape de Coupe du Monde. Alors 3 jours après la Coupe du Monde de ski cross, les qualifications sont organisées dès aujourd'hui et Chloé Trespoche, elle est de Tignes. Donc voilà, c'est l'enfant de l'étape, l'enfant du pays. Alors elle est médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Sochi, elle sera devant son public. Et ça faisait 12 ans qu'une station française n'avait pas accueilli une épreuve de Coupe du Monde de snowboard cross. Donc on croise les doigts pour elle, on espère qu'elle pourra gagner chez elle à domicile. On en reparlera lundi, on va surveiller ça de près. C'est ça. Et alors j'ai oublié de mettre sur mes petites notes ta revue de presse. Alors, ma revue de presse. Voilà, c'est ça, le stationnement. Le stationnement, en plus on en a parlé, cher. c'est un sujet, voilà, va falloir faire attention en se garant encore plus à partir du 1er janvier. Nos confrères de France Bleu nous préviennent, les amendes seront plus chères en 2018 dans le cadre de la réforme dite de décentralisation. Ce sont les villes qui vont récupérer la gestion du stationnement, donc chacune fait un peu ce qu'elle veut. Et donc ce sera désormais entre 25 et 35 € pour Chambéry, ça va dépendre des zones, de 20 à 30 € à Aix-les-Bains, de 17 à 30 à Annemasse, 25 à Thonon, 20 à Annecy. À Chamonix, ils enlèvent les horodateurs. Il n'y aura plus que des zones bleues ou des parkings fermés. Et attention, parce que certains horaires payants, notamment à Chambéry, vont changer. Donc voilà, va falloir faire attention à partir du 1er janvier. On reçoit régulièrement à la rédaction des PV. Donc prévient Sophie, a priori, à partir du 1er janvier, ça va être compliqué. Va falloir, voilà, donc attention. Et puis donc le deuxième, c'est Éco Savon Blanc qui consacre cette semaine un long article à la hausse de la précarité en Pays de Savoie. Plus de 4700 personnes sont inscrites au Resto du Cœur en Savoie cette année, soit une hausse du nombre de bénéficiaires de 15 à 20%, qui était déjà en augmentation entre 2015 et 2016. En Haute-Savoie, environ 75 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 35 000 ont besoin d'une aide alimentaire. Donc c'est assez colossal.
Et parallèlement, le nombre de bénévoles stagne et les moyens restent fragiles. Ça reste des associations. En Haute-Savoie, par exemple, les restos lancent un appel urgent pour financer un nouveau camion frigorifique. Donc voilà. L'appel est lancé et puis bravo à tous ces bénévoles qui suivent, qui font cette campagne toute l'année. C'est ça, oui, parce que c'est un boulot à boulot à part entière, même s'ils sont bénévoles. C'est ça. Merci beaucoup, Pauline. On se retrouve à tout à l'heure. On passe à l'invité du jour. Je reçois Denis Picard de l'association Route Genève. Bonsoir, merci d'être là. Merci à vous. Alors, l'association Route Genève a été créée il y a 2 mois par les sections genevoises de l'Automobile Club de Suisse, de l'Association suisse des transports routiers, du Touring Club suisse et de l'Union professionnelle suisse de l'automobile. Union professionnelle que vous présidez. Vous êtes le lobby de la voiture à Genève aujourd'hui, pour faire simple? Oui, on va dire oui, et de la voiture et de la mobilité en général, je dirais. Elle a été créée pour quoi, cette association? Pour la défense de la voiture à Genève ou pour simplifier des trajets, une mobilité qu'on sait très compliquée? Non, alors pas pour défendre la voiture, pour défendre la mobilité. Puisqu'aujourd'hui, la mobilité, on en a besoin, que ça soit à titre privé, mais surtout à titre professionnel, puisque les gens travaillent, ont besoin de se déplacer sur Genève. On sait que c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a une volonté politique de supprimer la voiture du centre-ville, de favoriser la mobilité douce, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Donc nous, en fait, l'idée, c'est d'être le porte-parole de ces gens-là, de faire passer quand une votation a été approuvée, et surtout d'aller voir les autorités pour leur montrer les besoins et défendre nos intérêts. Ce qui a motivé la création de l'association, c'est le projet à l'étude d'un péage urbain comme on peut voir à Londres? Ça peut être ça peut être pour défendre des interdictions, ça peut être la traversée du lac, c'est tous ces éléments. Il y a un certain nombre de thèmes qui sont là aujourd'hui où on entend parler, on a voté et pour finir on se rend compte que ça ne bouge pas. Donc en fait pour contrer un peu l'immobilité et défendre la mobilité à Genève. Genève est l'une des plus grandes villes du monde, est l'une des grandes villes du monde les plus engorgées. Il y a plus de bouchons à Genève qu'à New York, qu'à Paris, qu'à Shanghai. Selon une étude réalisée par l'entreprise TomTom, un pendulaire passe en moyenne 38 minutes de trop, disons, dans les bouchons chaque jour. Donc c'est assez colossal. Votre solution, à vous, elle est où? Il y a plusieurs solutions. Il y a des choses qui sont assez basiques. Typiquement à Genève et en Suisse en général, quand il y a un accident, les gens attendent. La police se déplace encore, même si par exemple il n'y a pas d'accident de personnes blessées. Il y a des choses qu'on pourrait faire très vite. Aujourd'hui, on est tous équipés d'un smartphone. On pourrait prendre des photos, faire un constat à l'amiable et libérer les voies. On se rend compte que dans certains cas de figure, c'est bouché pendant 2 heures pour un incident qui est assez bénin. Après, on sait que Genève, il n'y a pas une autoroute de contournement, d'où le fait de valider cette traversée du lac qu'on aimerait bien voir un jour, puisqu'aujourd'hui, quand une autoroute se déverse à la jonction quasiment en centre-ville, on peut se poser les questions si c'est une logique absolue. Et puis après, on sait très bien qu'il doit y avoir des zones piétonnes, mais il faut également des zones parking en périphérie pour que les gens puissent se parquer. Donc on peut mettre en avant le covoiturage ou plein d'éléments, mais il doit y avoir quand même des axes, puisqu'on doit traverser d'une rive droite à une rive gauche avec un lac et puis une rivière entre deux. Une frontière aussi. Et une ceinture, tout à fait. Donc aujourd'hui, on doit donner des axes, quitte à faire un peu plus de kilomètres dans certains cas de figure, mais donner la possibilité de le faire surtout. Vous avez parlé de parking, on s'en souvient, ça avait marqué les esprits dans la construction du Grand Genève, le rejet de la votation en 2014 pour les parkings relais côté français, mais financés en partie par Genève. Qu'est-ce que vous en avez retenu et qu'est-ce qu'on a appris depuis? C'était il y a 3 ans. Ouais, c'est dommageable parce que on peut comprendre aujourd'hui que les gens ont besoin de mobilité et d'aller au centre-ville, mais si on ne leur donne pas des moyens de se parquer en périphérie pour y aller avec de la mobilité douce, ça devient compliqué. Et à un moment donné, ça devient du parking sauvage et tout ce qu'on peut avoir derrière. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est un projet, c'est toujours la même chose quand il y a une votation. Bien sûr qu'il y a un coût derrière, mais à un moment donné, il faut qu'on amène sur le tapis en avant tous les avantages qu'on pourrait tirer de cette votation ou de ce coût qu'il pourrait y avoir derrière, bien entendu. Vous attendez beaucoup du CEVA ?
On attend je pense que ça va être une chose, ça ne sera pas la solution 100% idéale, mais ça va délester, on l'espère, puisqu'il y a quand même, on sait, un certain nombre de frontaliers qui rentrent tous les matins et qui ressortent le soir, que ce soit les côtés vaudois ou côté français. On ne pourra pas l'empêcher, puisque ces gens viennent travailler, donc ils ne viennent pas non plus juste pour faire leurs courses. Et donc le CEVA va certainement faciliter une partie, mais ça ne sera pas tout. Donc il faut qu'on continue à travailler pour donner ces accès et cette possibilité de se déplacer sur Genève. La voiture a son avenir, disons, à Genève. Elle n'a pas vocation à être écartée des centres-villes, alors de Genève, mais plus généralement des grandes villes. La voiture sera toujours là d'une manière ou d'une autre. Et après, aujourd'hui, on pourrait à la limite écarter la voiture de monsieur tout le monde, entre guillemets, du touriste. Mais le professionnel qui doit aller travailler au centre-ville parce qu'il doit rénover un appartement, parce qu'il doit livrer une boulangerie ou autre chose, la fourgonnette, tout simplement, on ne pourra pas l'éviter. Je vois mal un maçon avec sa brouette dans le bus, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à donner ces accès, peut-être gérer avec des horaires ou des accès différents, mais on ne pourra de toute façon pas l'éviter. Ça, ce n'est pas possible. Donc la question du péage urbain qui est à l'étude, peut vous paraître intéressante? Ça peut être une solution, je ne sais pas si c'est la solution. Une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on se penche dessus. Aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a l'impression que quand on roule à Genève, on fait tout pour empêcher la voiture de rouler. On nous parle de voies vertes, on nous parle de certaines choses, mais on a l'impression de s'arrêter à tous les feux rouges et d'attendre. Peut-être que pour fluidifier le trafic, ça devrait être, en tout cas sur certains axes, pouvoir sortir les gens, les réguler à l'entrée, ça paraît logique aussi, mais il faut un juste compromis entre deux, ça c'est clair. Alors, le gouvernement genevois a adopté le projet de 2 nouvelles routes au pied du Salève, donc c'est au sud du canton de Genève, côté français, vers Archamps. Ce type de projet routier, ça va dans votre sens ? Complètement, puisque c'est un axe de pénétrante et qu'il faut garder absolument. Donc, bien entendu, pour certaines personnes, ça ne va pas plaire de nouveau, puisque ça fait partie. Mais une fois de plus, on ne pourra pas éviter la voiture. Donc, donnant des axes importants, pour éviter que les gens partent sur les petites routes en parallèle et saturent les routes de tous les côtés, surtout dans des périodes comme maintenant où il y a moins de motos, moins de scooters, moins de vélos. Près d'1 million d'habitants dans le Grand Genève. Ça a encore vocation à augmenter. Genève est une ville attractive, dynamique. La région franco-val-de-genevoise autour aussi. Donc du coup, l'idée c'est de construire et des liaisons ferroviaires et des nouvelles liaisons routières pour englober ce nouveau trafic. C'est un tout. De toute façon, il faut marier effectivement que ce soit les trains ou les tramways, le CEVA demain et puis la voiture. Genève est un territoire qui est assez petit, donc il va forcément grandir à moins de le mettre en hauteur. Il faudra trouver des solutions à ce niveau-là, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des moyens de le faire en mettant des axes, mais il y a aussi un moyen d'éviter de faire des kilomètres à l'intérieur de Genève alors qu'on pourrait passer en périphérie. Et ça, c'est important. On le voit, l'autoroute de contournement qui est saturée en permanence. Alors, il y a la volonté d'agrandir, de rajouter des voies, mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il faut qu'on anticipe, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Parce que partout, il y a des voies supplémentaires qui sont construites. Souvent, il y a de nouveaux embouteillages qui arrivent. On a vu le cas entre Annecy et Genève, par exemple, avec la construction de l'autoroute et dans le centre de Creusey. Là où il y a des nouvelles routes, il y a des nouveaux bouchons. Quelques années après, plus de trafic. Après, il faudra essayer de changer les mentalités des utilisateurs et des gens qui utilisent ces accès-là. On peut parler de covoiturage, bien sûr que c'est une solution, mais il n'y a pas que cette solution. Mais aujourd'hui, quand vous êtes à Thonon, par exemple, et puis que vous devez aller travailler à Lausanne, vous avez que 2 solutions, soit de passer par Villeneuve, soit de passer par Genève. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire, pour éviter que tous ces gens traversent là, à part le bateau. Ou le lac. Ou le lac. Mais bon, pour l'instant, il n'y a encore pas la solution. On en parlait hier, il y a un taxi lacustre qui va être testé sur Genève à partir de fin mars. Une idée ? Pourquoi pas, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent aujourd'hui les bateaux pour traverser, parce qu'en termes de temps, c'est quand même agréable et c'est toute l'année. Pourquoi pas, ça fait partie de la mobilité de toute façon. Comment vous faites pression sur les autorités genevoises et fédérales ? C'est compliqué parce qu'on essaye d'abord d'avoir un dialogue, ce qu'on a aujourd'hui.
On a rendez-vous avec certains conseillers d'État qui sont en charge du département. On leur explique ce qu'il y a. Derrière, on a quand même un certain nombre de membres qui est représenté par nos 4 associations. Et puis, un réseau professionnel. Si demain, les gens ne peuvent plus travailler, ben forcément qu'il y aura tout un système et financier et d'impôts qui sera aussi à la clé. Et aujourd'hui, si on ne peut pas utiliser la voiture normalement, peut-être que la société devra avoir 2 voitures pour pouvoir faire la rive droite et la rive gauche, ce qui ne va pas arranger non plus les choses. Donc, c'est tous des éléments qu'il faut qu'on essaie de mettre en avant. On a des rendez-vous qui sont prévus en début d'année prochaine avec le Conseil d'État. On va leur exposer nos problématiques qu'ils connaissent de toute façon et essayer d'appuyer dans ce sens-là. Est-ce que vous intervenez aussi sur les autorités françaises ? Alors, pas aujourd'hui, non. C'est l'idée ? Si ce n'est que le Conseil d'État, suivant la problématique, j'imagine qu'il y a des relations dans le cadre du Grand Genève, mais à notre niveau aujourd'hui, non. Pour l'instant, on se concentre sur Genève. Ouais. Il y a déjà à faire. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et puis bonne route du coup, puisque je suppose que vous rentrez à Genève. Mais ça va mieux dans ce sens-là normalement à cette heure-là. J'espère. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. On va passer à notre rendez-vous mensuel avec BDFUG. Je reçois Vincent Poirier qui arrive. Bonsoir. Alors, tu nous as fait une belle sélection ce mois-ci avec plein d'idées cadeaux, pourquoi pas, aux autres ou à soi-même. Hein. Oui. On va commencer avec un grand succès, je crois que c'était en rupture de stock. C'était le phénomène là, de fin d'année. Pour rentrer dans les petits détails un peu techniques, l'éditeur en a réimprimé 20 000 en urgence qui sont rentrés vendredi au stock du fournisseur. Ils en ont réimprimé 20 000 de plus qui reviennent cette semaine. Donc il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher et en même temps, ils n'ont pas si mal géré. Il y a eu un petit blanc qui n'existera plus normalement, mais c'est un véritable phénomène éditorial, mais un phénomène qui est lié aussi à la qualité vraiment de cet ouvrage. Moi, j'ai adoré parce que le sujet ne m'intéresse pas tellement. D'accord. Et pourtant, j'étais complètement captivé. Chaque page, je l'ai tournée avec le même plaisir et puis beaucoup de rire aussi, puisque en fait, Marion Montaigne... C'est plein d'humour. Ah, c'est plein d'humour. Marion Montaigne qui est derrière, on lui doit Tu mourras moins bête. À l'origine, c'est un blog en bande dessinée. C'est devenu une bande dessinée qui a eu le prix du public à Angoulême. C'est devenu un dessin animé qu'on peut voir sur Arte. Elle nous raconte, un peu comme Gottlieb le faisait avec les rubriques à braque, énormément de sujets, sauf que c'est extrêmement savant, mais aussi très caustique, très drôle. Elle le fait avec un humour qui lui est propre, mais qui est particulièrement efficace. Et c'est une véritable passionnée de science. Donc ici, elle a suivi Thomas Pesquet pour de vrai. Comment dire, c'est réaliste, enfin c'est pointu, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... C'est savant, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit est vrai dans le fond. Après, elle a une façon de le dire qui est, on va dire, un petit peu plus caustique, un peu décalée, parfois un peu absurde. Donc, il faut savoir cerner un petit peu l'humour de la réalité, mais dans le fond, tout est vrai. Hein. Tout le parcours, c'est 7 années de Thomas Pesquet pour devenir astronaute, l'astronaute français qu'on a beaucoup suivi dans les étoiles il y a peu. Tout ce parcours est vrai. Il y a participé ? Il y a participé, oui, bien sûr. Oui, ils se connaissent, ils ont passé du temps ensemble. Il a passé beaucoup de temps pour pouvoir lui confier tout ça et puis lui permettre d'avoir toutes les réponses aux questions qu'elle aurait pu se poser pour aborder cet ouvrage. Alors, on va passer à un autre style. Oui. Alors, celle-ci, je l'ai lue, j'ai adoré. Je l'ai lue d'une traite ce matin. Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Ouais. Une super belle histoire. C'est étonnant, hein. C'est étonnant parce que l'idée de départ est très bonne. L'histoire d'un jeune homme, Lubin, qui semble avoir perdu quelques jours de sa vie. Ces jours, il ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'il est devenu schizophrène. On ne sait pas s'il est sorti de lui-même. On ne sait pas s'il est possédé. Mais en tout cas, clairement, des jours de sa vie disparaissent et quelqu'un d'autre semble être à sa place à ces moments-là. Donc l'idée, c'est bien, mais il faut la développer. Et il la développe sur 200 pages de manière remarquable. Mais le vrai défi dans ce cas-là, c'est la fin. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que la fin est juste la meilleure fin possible pour un récit comme ça. On n'arrive pas à anticiper. Non, c'est pas les fins que je préfère. Il n'y a pas l'histoire d'amour. Non, mais c'est une fin qui est extraordinaire parce que c'est pas la fin justement où il se réveille d'un rêve en disant tout ceci n'était qu'un cauchemar. Oui. On finit sur une fin où on se fait encore surprendre une fois de plus. Oui, et en même temps, c'est extrêmement cohérent. Et voilà, c'est un des très très beaux albums de cette année. Et je pense pour en plus tout public.
Une autre belle aventure, j'ai perdu son nom, Emma, voilà. Emma, ouais. Alors déjà, l'objet, Emma, est très Quel beau. objet, hein. Alors je ne sais pas si Damien, à la réalisation, va réussir, déjà si j'arrive à l'ouvrir. Bon, Damien va y Voilà, arriver, j'en suis sûr. ça s'ouvre comme ça. Il y a une très belle couverture. Et puis ce qui est très sympa, c'est qu'il y a des petits objets dedans à pour fait. suivre l'histoire, voilà, au fil de l'histoire. L'histoire d'Emma, Emma qui est une jeune Anglaise fiancée à un aventurier qui en partant de manière très romantique lui a laissé une lettre en disant si je ne reviens pas, tu ouvriras cette lettre. Voilà, bon, elle veut absolument pas croire au Elle est fait là, qu'il la puisse lettre. ne pas revenir. Donc au bout d'1 an de silence, elle décide de partir à l'aventure sans ouvrir la lettre pour essayer de retrouver le fameux fiancé. Et effectivement, on a le billet de bateau, on a la photo, on a la fameuse lettre qu'on va pouvoir lire à un temps donné de l'histoire. Et c'est un récit qui est à la fois l'histoire d'une femme forte, d'une vraie modernité qui plus est pour l'époque qu'elle traverse, et en même temps quelque chose de fidèle à l'aventure, des dialogues qui sont un petit bonheur. Moi, il y en a certains, j'avais envie de les noter à côté, tellement ils sont savoureux. J'adore le dessin aussi, la lumière, les couleurs, la chaleur qui ressort de tout ça. Et là aussi, une conclusion surprenante. Donc une direction qui est prise, je fais exprès d'ailleurs pas trop en dire, une direction qui est prise par l'histoire et une réalité derrière qui va redonner une dimension à cette lecture une fois terminée. Et effectivement, j'ai assez aussi accroché sur le parcours de la femme forte, parce qu'elle est jeune. Hein, oui, elle est toute jeune. Elle toute s'est jeune. fiancée très jeune et s'est attachée à cet homme très jeune aussi. Donc 1 an seulement les a séparés, donc elle est la petite vingtaine, peut-être même pas, oui, la petite vingtaine. Il faudra vérifier, je crois que j'ai pas remis la lettre au bon endroit. Si, c'est bon, tout va bien, j'ai vérifié, j'ai l'œil. Que celui qui l'a En tout cas, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux possibles à faire pour Noël, ne serait-ce que pour l'objet, pour tout ce qu'il contient, et puis après, derrière, cette lecture qui envoûte quand même, hein, on a envie de le relire assez vite. Hein. Oui, et puis c'est plein d'espoir, d'espérance, je ne sais pas quel est le bout de terme, mais une jolie fin. Une jolie fin, hein. Non, on n'en dit dit rien. pas plus. Ensuite, alors c'est pour un public peut-être un peu plus jeune, mais quoique, j'ai pris aussi du plaisir à le lire. Alors c'est un tome 5, je ne connaissais pas, mais en tout cas, en commençant par le tome 5, ça marche aussi. C'est une des plus belles séries jeunesse de ces dernières années. 5 volumes, 5 histoires complètes, les histoires de Cerise qui tient un carnet, qui tient un journal intime où elle parle de ses copines, de sa maman, de son quotidien. Mais Cerise qui est un peu curieuse aussi, qui aime résoudre les mystères, qui aime les gens qui l'entourent et qui s'entiche toujours un petit peu de leurs problèmes et voit comment elle, à son échelle, peut essayer de les résoudre, en tout cas de les aider à les résoudre. Ce tome 5, qui est la conclusion de cette série, il n'y en aura plus après. Je crois qu'on écrase notre petite larme aussi pour ça, parce que vraiment, on ne peut que s'attacher à cette série. Pour la première fois, elle va s'intéresser à elle-même. Le père est absent des 5 tomes, on va comprendre un petit peu plus pourquoi. Elle-même aussi, dans cet ouvrage, voilà, ça répond à un certain nombre de questions, mais ça fait aussi le lien avec tout ce qu'on avait croisé jusque-là. Un mélange de poésie, d'onirisme, d'humanité, mais dans ce qu'elle a de plus noble et de plus chaleureux. Le dessin est magnifique. Le dessin d'Aurélie Néré vraiment sublime l'ensemble. Déjà que les histoires sont belles, mais là, le duo fonctionne parfaitement. Et oui, effectivement, ça peut être lu très jeune. En fait, c'est plus un niveau de lecture qu'un âge. Ça va être une de mes questions. À partir de quel âge on peut offrir 7-8 ans, je dirais, si le niveau de lecture le permet. 9 ans, plus certainement. Et puis après, il n'y a plus de limite. J'avoue, moi, avoir écrasé ma petite larme au tome 2, qui était particulièrement émouvant. Dans un tout autre style. On change un petit peu, mais... on va passer à Batman. Mais oui. Alors, c'est moins mon univers, mais à la rédaction, voilà, il a été feuilleté et il est attendu. Il est attendu, il intéresse, il interpelle. Ça sera en 2 tomes, donc c'est un premier volume qui est sorti. Enrico Marini, l'auteur, c'est pas un auteur de comics américain, c'est un auteur suisse, particulièrement célèbre en bande dessinée. On lui doit des séries comme Le Rapace, comme Scorpion, comme plus récemment Les Aigles de Rome. Sont des grandes séries qui ont eu un énorme succès, notamment parce qu'il a un dessin qui est époustouflant. C'est un des plus grands aquarellistes de la bande dessinée actuelle. Et une histoire de vie, un destin. Je pense que la série Rapace, d'ailleurs, qu'il avait fait, n'y est pas pour rien, lui ont permis de faire ce Batman. Donc c'est vraiment une réalisation qui est vue outre-Atlantique. Il travaille avec Jim Lee, qui est un des plus grands auteurs de comics américains.
Et voilà, ce projet qui, je le pense, était un peu un rêve pour lui, existe désormais, en tout cas pour une première partie. La deuxième va arriver vite, puisqu'elle arrive juste avant l'été, et conclura ce récit qui vient rendre à la fois hommage à tout l'univers de Batman. On a tous les ingrédients Ça colle phares. à l'histoire qu'on connaît, enfin des films. Voilà, qu'on connaisse bien ou pas tant que ça Batman, ça fonctionne. On ne représente pas Joker comme étant le méchant, on a compris, de toute façon ça démarre directement avec lui. On ne nous redonne pas toute l'histoire du père, enfin des parents de Batman, il n'y a pas besoin. On démarre de manière assez immédiate l'histoire, parce que la base, les clés, on les a. Et suite à ça, ce développement, par contre, ouais, je pense qu'on peut parler d'hommage vraiment à l'univers du Chevalier Noir. Un hommage, mais aussi une maestria graphique. C'est ce que j'ai dit, les dessins sont splendide. incroyables. Hein. Et ben, ça fait plein de belles idées à glisser sous le sapin. On retrouve tout ça chez BD Fugue. Voilà, il me semble. Hein. Et puis, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle sélection. Parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent encore. Et puis en janvier, il y a Angoulême. Donc ce sera l'occasion de parler de belles BD encore. Et ben, avec plaisir. Je te remets... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Fanette. On va passer à notre troisième invité du jour. J'ai le plaisir de recevoir Sarah Avetan de Mine. Et puis, oui, alors je vais te laisser poser ça. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, si tu voulais récupérer aussi les bonnets, éventuellement pour les passer. Voilà, super, comme ça, il y a plein de belles couleurs. Alors, en quelques mots, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as été compétitrice de ski. Et puis, en 2009, une blessure t'oblige à te réinventer. Donc, tu te réinventes un avenir et tu décides de créer tes bonnets. Alors, tu crochetais. Je crochetais déjà. Tu crochetais déjà. Mais voilà, tu en as fait ton métier et surtout, ce sont des véritables créations, ce sont des petits bijoux. On voit là, à côté de toi, il y a de la dentelle, il y a des strass, il y a des petits nœuds, il y a de tout. Tout de suite, tu t'es dit, toi, tes crochets, tes idées surtout, comment c'est venu cette idée ? L'idée, c'était surtout parce que je faisais du ski et qu'il fallait que j'ai chaud à la tête et que je voulais pas la même chose que tout le monde. Donc à la base, c'est vraiment parti de ça. Ma mère faisait des napperons, ma grand-mère des écharpes, beaucoup de tricot. Et le tricot, il faut être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus assidu et beaucoup plus régulier. Et le crochet, ça m'allait très bien parce que si tu rates, tu peux rattraper rapidement. Mais il me fallait quelque chose de concrètement qui me serve, donc j'ai commencé à faire des bonnets très tôt. Et puis de fil en aiguille, et ben, un peu par hasard, on s'est retrouvés à lancer la marque. Et là, j'en suis là aujourd'hui grâce aux rencontres que j'ai faites. Parce que quand on regarde les premières créations, il y a plusieurs années, c'était pas tout à fait la même chose. Là, chaque bonnet est unique, c'est toi qui fais tout. Oui, j'ai un petit coup de main de la famille toujours. Sur les coups de... Si ma maman continue à faire quelques pièces, donc elle est associée avec moi, donc je l'embauche un peu. J'ai des amis, je suis hyper bien entourée. Je pense notamment à Julie et Virginie qui se sont beaucoup donné cette année, que je veux saluer au passage. Et du coup, sur les salons, j'ai de l'aide. De temps en temps, elles viennent me donner un petit coup de main. Et puis à l'atelier, en fait, quand elles sont en vacances, quand elles sont en congé, elles viennent travailler avec moi. Comment on imagine, comment on crée un bonnet ? En tout cas, toi, comment tu le fais ? J'ai une façon un peu... au contraire de scolaire, on va dire, parce que normalement on dessine, on réfléchit avant. Moi, c'est un peu la matière qui m'inspire. Quand je discute avec une cliente pour une création, moi je sais ce que ça va donner à la fin. Et en fait, quand je commence un bonnet, je sais à peu près à quoi il va ressembler, mais si j'ai des surprises, tant mieux. C'est un peu le charme aussi de l'exercice. Il y en a certains qui sont, on voit notamment celui-là avec le flocon, enfin ils sont très recherchés, voilà. Combien de temps ça peut prendre par exemple une pièce comme là où il y a je ne sais pas combien de strass. Oui. Alors là on est sur Swarovski et compagnie. Voilà. On est sur une pièce qui, si on enlève les strass, est à bien moins de 100 €. Et effectivement là on a plus de 350 Swarovski, donc il faut partir du principe que pour en mettre un seul, je mets une vingtaine de secondes
secondes et qu'il y en a 350. Donc déjà, rien que le temps, la main-d'œuvre, ça rajoute un petit peu, effectivement. Et donc, c'est combien de temps de travail? Et ben, ça fait il faut compter plusieurs heures. Déjà, il faut compter bien 1h30, 2 heures pour faire le bonnet. Et après, en fait, là où les gens ne se rendent pas forcément compte, parce que je vais très vite, ils ne se rendent pas compte, c'est que derrière, il faut faire les finitions. Là, en l'occurrence, coller les strass. Il faut mettre la coudre une dentelle, ça prend un peu de temps. Puis c'est surtout que derrière, il faut les prendre en photo, il faut répondre aux mails, il faut être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est un super outil de travail pour moi. Mais c'est surtout que il faut retoucher l'image, il faut faire énormément de travail en amont et en aval pour pouvoir présenter une jolie création après sur les réseaux sociaux, quoi. Alors ce travail-là, il a été récompensé, reconnu récemment par la Chambre des métiers et tu es artisan d'art. Exactement. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est une belle reconnaissance? En fait, c'est vraiment... Moi, je sais la façon dont je travaille, mais je trouve que les gens ne sont pas super informés. Et aujourd'hui, on a du mal à mettre en avant le travail des créateurs fabricants. Il manque une case pour cette catégorie de personnes-là. On est nombreux et en même temps, on n'est pas super reconnus. On est fondus au milieu des designers, au milieu des revendeurs. Et quand on parle de Made in France, la plupart du temps, on nous disent « oui, vous avez mis l'étiquette ». En fait, non, c'est vrai que c'est important, cette appellation artisan d'art, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une démarche derrière, qui n'est pas juste faire du chiffre et... de toute façon, si c'était pour ça, on aurait arrêté depuis longtemps. Et puis, on a des créatrices aujourd'hui, par exemple sur les salons, tu cohabites, partages les salons avec des créatrices qui vont faire ça à côté de leur métier, etc. Donc là, ça distingue aussi, c'est ton métier. Oui, et d'ailleurs, on essaye de faire de plus en plus d'événements en rassemblant les créateurs fabricants. C'est-à-dire que sans remettre en question le travail de ceux qui ont un job à côté, on a quand même pris le risque de ne faire que ça. Et on essaye de faire des événements qui mettent en avant les gens qui ont pris le risque de partir dans cette aventure à temps plein. Et des fois, c'est difficile, mais on n'a pas de fixe à la fin du mois. Si on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Donc, c'est vrai que là, on est du coup ce week-end sur Annecy avec, donc je les cite, parce que ce sont les copines. En plus d'être des super créatrices, ce sont des amies. Et donc, il y a Capoya, Alsoyo et Illumine. On se retrouve donc sur Annecy, une boutique... À partir de vendredi? De vendredi soir, donc de 16h à 20h, et toute la journée de samedi et de dimanche. On sera dans Annecy, on sera donc dans la boutique Nature aux plantes, donc qui est derrière le Monoprix pour les gens qui veulent venir nous voir. Avec plaisir, on les accueillera en leur présentant nos créations avec plaisir. Et c'est vrai que c'est ce genre de petits événements qui nous permettent de mettre on va être plus fortes en fait ensemble parce qu'on a beaucoup de clientes en commun. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'on a beaucoup de clientèle en commun, de clientes qui aiment notre travail. Et puis c'est vrai qu'il y a des affinités, mais il y a aussi une affinité artistique. Et on se retrouve vraiment sur pas mal de points. Quand tu regardes ton parcours, parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans cette aventure, Mine, aujourd'hui, tu es fière du parcours accompli et puis après? Je réalise pas trop, à vrai dire. Je pense qu'il faut pas trop réfléchir parce que sinon on perd vite pied. Là, je suis à Noël, c'est-à-dire que là, je suis dans les commandes. C'est mon objectif et j'essaye de fonctionner un peu au jour le jour, ce qui me permet justement de pas ni m'endormir ni perdre pied. Je suis au jour le jour et c'est vrai que chaque création me mène vers un autre chemin. Donc là, je vais avoir les pièces haut de gamme qui vont se retrouver à l'espace 55. Pendant les fêtes et puis après, pourquoi pas plus tard dans la saison également. Donc ça me permet vraiment de prendre les défis les uns après les autres sans trop penser à après. Je fais ce que j'aime et j'espère continuer encore un petit peu. Alors donc il y a les bonnets, il y a les bijoux aussi, tu en portes là, donc tout est à découvrir ou à ta boutique à Manigo ou sur Facebook ou ta page internet. Et puis il y a aussi ces plaids en laine géante, XXL. Chunky yarn, ils appellent ça. Voilà. Et donc comment ça marche? Eh bien, allez, c'est parti. Tu vas voir, ça tient bien chaud. Ça tient bien chaud.
En tout cas, la couleur est jolie. Je savais Donc, pas. alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que quand tu es arrivé au début de l'émission, rien n'était tricoté sur le plaid. Donc, le temps des deux interviews, ce que je veux dire, c'est que ça va vite. Oui, ça monte très vite. Quelqu'un En qui n'est fait, pas patient, c'est peut-être un bon là, plan. on est sur une base de tricot. Ça, c'est du D'accord. crochet, mais concrètement, ça, c'est une maille. Oui, Ça, c'est une maille. d'accord. Donc, on n'est pas du tout sur le même temps. Donc, il faut d'abord dérouler la laine parce qu'elle est très fragile et on a des pelotes de 2 ou de 4 kilos. Donc, on a le réflexe quand on fait du crochet, on tire. Oui, Sauf que la laine, elle nous reste dans la main parce qu'il y a quand même une pelote de 4 kilos au bout. Et du coup, l'idée, c'est simplement de faire des boucles. Donc, ce que j'aime avec ce produit, c'est que vous pouvez acheter la laine et vous n'avez pas besoin d'aiguilles ou de faire quelque chose de très compliqué. On n'a Donc, pas il faut besoin de juste faire la tricoter. laine. Voilà. Et du coup, tu vois, il va falloir passer dans la boucle et en D'accord. créer une autre. Et tu fais pareil sur celle d'après. Tu prends ton fil, hop, et t'enchaînes. D'accord. Vas-y. Donc, donc là, il faut prendre Prendre cette celle d'après. boucle-là. Ok. Exactement. Tu prends la suivante. Celle-là, on la laisse. De toute façon, c'est de la grosse maille, donc on Donc, risque ça, oui, pas ça de. risque pas de... Voilà. Et donc ça, toi, tu vends Ou le plaid plaid terminé. tout fait pour j'allais dire les paresseux, c'est pas le bon Non, terme, mais il y a des gens voilà. qui se sentent pas forcément très Ou bricoleurs. alors très, tu peux aussi vendre la pelote en donnant un petit conseil pour Exactement. voir comment ça Je marche. fournis le tuto avec et les gens aiment beaucoup parce que c'est vrai qu'on est à l'époque du do-it-yourself. Et c'est vrai que c'est sympa. En plus, la maille, les mailles montent vite, donc on n'a pas du tout l'impression de passer la demi-journée sur 5 C'est cm ça. d'ouvrage. En tout cas, la Tu laine vois, est agréable, elle est toute douce. Tu as déjà fait un rang. Voilà. Tac, et là, on arrive au bout. Et après, on repart dans l'autre sens. Après, on reprend dans l'autre Pour ceux sens. qui ont l'habitude du tricot, c'est du jersey, hein, tout ce qu'il y a de plus facile. Et donc, à la fin, ça fait une pelote, il en faut quoi? Une, deux? Non, alors, c'est des pelotes de 2 ou de 4. Donc, la pelote de 2 kg, on a déjà un petit jeté de lit ou un petit jeté de canapé qui est très sympa. Après, ça dépend de la façon dont on tricote. Si on tricote serré, on peut avoir un tapis bien épais. Si on veut quelque chose de plus... là, sur un canapé, oui. hop. Eh ben, ça se marie bien avec eux. Du coup, je vais peut-être vous le laisser. Je vais le finir. Eh ben, merci beaucoup Sarah, tu vas rester avec nous. Pauline va nous rejoindre pour les titres. Le temps pour moi, donc est-ce qu'il te reste, est-ce qu'on peut encore passer commande pour Noël ou est-ce que c'est Sur le site internet, il Sur reste le du site. stock. D'accord. Et ceux qui veulent venir voir sur Annecy, ce qui est en stock est disponible tout de suite. Après, c'est vrai que là, pour les commandes personnalisées, ça va être vraiment compliqué. Ça va être compliqué. C'est pour faire un petit cadeau en janvier. Oui, bah oui, depuis le mois de janvier. Voilà. Pour souhaiter la bonne année. C'est ça. Bon, t'as vu, c'est facile, Pauline. Oui, hein, ça donc, va, alors, tu vois, c'est tu à l'envers vas à la peut-être te caméra, mais réconcilier ça va. avec le tricot. Peut-être que je ferai un plaid aux copains la prochaine fois. Plutôt qu'un bonnet. Plutôt qu'un bonnet. Une boutique originale à Annecy pour les Oui, titres. une boutique qui vend du chanvre. Alors, c'est une substance qui est proche du cannabis, mais qui ne contient que 0,2% de THC, ce qui fait que c'est pour ça qu'elle peut être vendue en France. Donc, Kimberly Trivieux est allé y faire un tour et vous verrez, c'est un marché florissant. Et puis un portrait. Le portrait de Vincent Rebourgeon. Il a traversé l'Atlantique et découvert le pôle Nord, le tout en autostop avec rien dans les poches. C'est un mec un petit peu fou dont on découvrira le portrait à la fin du JT. Eh ben, merci beaucoup. Merci Sarah d'être venue sur le plateau d'Accès Direct. Demain, plein de belles choses, mais on est à la bourre, donc on vous mettra ça en commentaire sur la page Facebook pour le programme. On se retrouve demain. Passez une très belle soirée.